Si l'on s'interroge sur les héritages historiques qui aujourd'hui encore pèsent sur les États-Unis, il y a deux éléments qu'il ne faut jamais sous-estimer. Le premier, c'est la façon dont la croissance fait partie de l'ADN même de l'Amérique. Aucune autre nation au monde n'a été marquée depuis sa naissance jusqu'à aujourd'hui par une telle croissance. De 1800 à 1850, le territoire de l'Amérique a été multiplié par 4. La population a été multipliée par 4 et la production a été multipliée par 7. Il y a là quelque chose de tout à fait exceptionnel et qui a forgé une nation qui, aujourd'hui encore, n'imagine pas vivre sans la croissance. Le deuxième élément, c'est l'existence dans cette nation qui s'est toujours voulu un exemple moral, l'existence d'une institution totalement immorale, l'institution de l'esclavage. L'esclavage qui est le péché originel de l'Amérique, une phrase profondément juste, dans le sens de quelque chose de difficilement pardonnable et dont les conséquences portent très très loin. Cette phrase qui est généralement attribuée à Karl Marx, mais qui a été reprise depuis très souvent, par exemple par Obama, dans un discours à Philadelphie, dans la campagne électorale de 2008, ou alors plus récemment par Bruce Springsteen, à l'occasion de ses prises de position sur l'affaire George Floyd. Mais les deux questions sont liées. Dès le début de leur histoire, les Américains se sont querellés pour savoir qui allait contrôler les nouveaux territoires conquis à l'ouest, qui allait les contrôler et pour en faire quoi. Est-ce que ce serait le Nord, dont la croissance reposait sur le travail libre, ou le Sud, dont la prospérité reposait sur l'esclavage? Alors voyons comment les choses se sont passées pour finalement se dénouer par une guerre civile. En 1776, les 13 colonies anglaises d'Amérique du Nord proclament leur indépendance et forment les États-Unis. Ces 13 colonies ont été, par ordre historique de naissance au XVIIe-XVIIIe siècle, la Virginie, le New Jersey, le Massachusetts, le New Hampshire, la Pennsylvanie, New York, le Maryland, le Connecticut, le Rhode Island, le Delaware, la Caroline du Nord, la Caroline du Sud et enfin la Géorgie. On remarquera que ces 13 colonies ont une très grande extension en latitude, plus de 2200 km du nord au sud, approximativement du 47e parallèle au 31e parallèle. C'est dire que les conditions naturelles ne sont pas du tout identiques du nord au sud. À partir de la Virginie, au sud de la Virginie, l'absence de gel toute l'année rend possible la culture du coton, culture qui est impossible au nord. Une petite remarque qui a son importance pour toute la suite de cette histoire. La ville de Washington, qui n'existe pas en 1776, mais qui sera la capitale fédérale à partir de 1790, la ville de Washington ne se trouve pas au nord, mais à la limite du nord et du sud. En 1783, l'Angleterre reconnaît l'indépendance des États-Unis par le traité de Paris. Et le territoire qui est cédé à ce moment-là aux États-Unis s'étend jusqu'au Mississippi, c'est-à-dire très au-delà des 13 colonies d'origine. Donc un très vaste territoire, mais il n'y a toujours que 13 États. En effet, les nouveaux espaces entre les Appalaches et le Mississippi sont pratiquement vides, et un territoire doit être suffisamment peuplé pour se gouverner démocratiquement et demander son entrée à part entière dans les États-Unis. Avant cette étape, un territoire est géré directement par le gouvernement fédéral des États-Unis. Très rapidement, ces territoires qui sont dépendants des États-Unis s'accroissent considérablement. En 1803, c'est l'achat de la Louisiane à la France, et en 1819, l'achat de la Floride à l'Espagne.
Précisons pour éviter tout malentendu que la France ne possédait la Louisiane que sur le papier et qu'elle ne l'occupait pas. De l'indépendance à 1820, 8 territoires ont été suffisamment peuplés pour devenir des États et être admis dans l'Union. Ce sont l'Illinois, l'Indiana, le Kentucky, le Tennessee, le Mississippi et l'Alabama. Avec le Vermont, qui en 1791 a été détaché du New Hampshire, cela fait donc 22 États. Alors, excusez-moi, je répare un oubli dans ma liste. L'Ohio et la Louisiane, qui sont tous les deux devenus des États en 1803. 22 États, dont 11 au nord sont des États libres, c'est-à-dire qu'ils ont aboli l'esclavage ou ne l'ont jamais connu, et 11 au sud sont des États esclavagistes. « 11 États libres au nord, 11 États esclavagistes au sud. Cet équilibre est essentiel parce que les institutions des États-Unis, définies par la Constitution de 1787, sont des institutions fédérales qui font une large place aux droits des États. Le peuple des États-Unis élit 2 chambres, le Sénat et la Chambre des représentants, qui se partagent le pouvoir législatif à égalité. Il y a 435 représentants et chaque État en élit un nombre proportionnel à sa population. Par contre, au Sénat, chaque État envoie 2 sénateurs, quelle que soit sa population. Donc au Sénat, qui a un pouvoir de blocage sur toute nouvelle loi, le Nord et le Sud, parce qu'ils ont le même nombre d'États, le Nord et le Sud pèsent exactement du même poids. Alors que le Nord, très vite, est beaucoup plus peuplé que le Sud et pèse donc beaucoup plus lourd à la Chambre des représentants. En 1860, il y a 18 millions d'habitants au Nord, 12 millions au Sud, dont 4 millions d'esclaves. Dès les années 1820, la question de l'esclavage est devenue un point de clivage essentiel entre le Nord et le Sud. Une trentaine d'années auparavant, au moment de l'indépendance, on voyait plutôt l'esclavage comme un héritage embarrassant du passé et qui disparaîtrait plus ou moins rapidement. Or, la révolution industrielle, en mécanisant le filage et le tissage, a fait littéralement exploser la demande de coton. Le coton est devenu la base de toute l'économie du Sud et l'esclavage en est devenu une composante essentielle parce que la cueillette du coton n'est pas mécanisée. Et la grande question de l'histoire des États-Unis devient qui va contrôler l'expansion vers l'ouest, le nord, industriel et libre, ou le sud, cotonnier et esclavagiste. En 1820, le territoire du Missouri est suffisamment peuplé pour demander à entrer dans l'Union comme État. Mais sa population demande son admission comme État esclavagiste, ce qui pose un problème d'équilibre au Sénat. Ce serait un 12e État esclavagiste alors qu'il n'y a que 11 États libres. Est alors élaboré ce qu'on a appelé le compromis du Missouri. C'est un compromis en 3 points. Premier point, le Missouri entre dans l'Union comme État esclavagiste. Ce sera donc le 12e État esclavagiste. Deuxième point, au nord, l'État du Massachusetts est divisé pour former un nouvel État, le Maine, qui sera le 12e État libre. L'équilibre est donc maintenu au Sénat. Troisième point, on décide que pour l'avenir, tous les territoires situés au nord du 36e parallèle seront libres. On voit tout de suite que le compromis du Missouri, passé en 1820, offre de bien meilleures perspectives d'expansion au nord qu'au sud. Il était donc tout à fait logique que le sud cherche à élargir davantage son territoire vers le sud. Mais en direction du sud et de l'ouest, les États-Unis rencontrent un autre État, le Mexique, indépendant depuis 1821, et dont la frontière théorique
englobe de très vastes territoires, du Texas jusqu'à la Californie, des territoires qui représentent pratiquement un quart du territoire actuel des États-Unis. Je dis frontière théorique parce que si le Mexique occupe bien la partie centrale de l'isthme, sa présence est très faible et très théorique dans les territoires du nord qui vont du Texas à la Californie. San Antonio, San Francisco, Los Angeles sont bien, comme leur nom l'indique, des villes créées par les Espagnols, mais au début du XIXe siècle, ce sont de gros villages, pas du tout des villes, contrairement à Mexico, qui est à ce moment-là la plus grande ville de tout le continent américain. Alors entre un Mexique peu dynamique et englué dans ses querelles internes, et des États-Unis en pleine expansion, le conflit de territoire était inévitable et il allait avoir des répercussions sur les rapports entre le nord et le sud des États-Unis. En 1835-36, le Sud soutient la révolte des colons américains du Texas, le Texas qui était alors une province du Mexique. C'est la fameuse épopée de Fort Alamo, mais derrière la légende fort belle, il y a aussi la volonté du Sud d'étendre le domaine de l'esclavage. Le Texas est indépendant en 1837 et en 1845, il intègre l'Union comme État esclavagiste. La ligne du compromis de 1820 est respectée, mais l'équilibre au Sénat est rompu. Il y a désormais 14 États libres et 15 États esclavagistes. Mais le rattachement du Texas aux États-Unis ne met pas fin au conflit. Le Mexique n'accepte pas vraiment la perte de sa province et aux États-Unis, le Sud pousse à de nouvelles conquêtes. La guerre éclate en 1846 et va durer jusqu'en 1848. Les États-Unis l'emportent plus difficilement qu'ils ne pensaient, mais ils l'emportent sur terre et sur mer. On voit les Marines occuper Mexico et on voit combattre côte à côte des officiers américains comme Grant ou Longstreet qui vont quelques années plus tard s'affronter dans la guerre de sécession. Le Mexique est vaincu et cette défaite aboutit à l'annexion par les États-Unis en 1848 de la Californie et du Nouveau-Mexique. La question qui se pose est évidemment de savoir avec quel statut ces territoires qui deviendront un jour ou l'autre des États seront intégrés aux États-Unis. États libres ou États esclavagistes. Les États libres sont d'autant plus préoccupés qu'ils viennent de connaître une importante déception au nord. Au nord-ouest, la frontière avec le Canada britannique n'était pas encore vraiment fixée. Les États libres demandaient que cette frontière soit fixée très au nord, sur le 54e parallèle. Or, en 1846, c'est le 49e parallèle qui a été choisi comme frontière, et le domaine promis aux États libres se réduit d'autant. En 1850, un dernier compromis est conclu. La Californie entre dans l'Union comme État libre. Le Nouveau-Mexique n'est pas concerné car à cette époque il est encore très peu peuplé. Donc la Californie est un État libre. C'est un compromis, il faut donc quelque chose en échange, et c'est une loi plus sévère sur les esclaves fugitifs qui se réfugiaient au nord. Mais déjà, l'attention des États esclavagistes se porte plus loin vers le sud. Par exemple vers Cuba, colonie espagnole dont le Sud demande l'annexion, Cuba où vivent 500 000 esclaves. Mais également vers la Basse-Californie et vers le Nicaragua, où des aventuriers américains soutenus par le Sud tentent à plusieurs reprises de prendre le pouvoir. Le Nord assiste effaré à ces tentatives, en se demandant si l'on va vers la constitution d'un vaste empire tropical et esclavagiste. En 1854, la loi sur le territoire du Kansas-Nebraska met le feu aux poudres. Ces deux territoires seront bientôt suffisamment peuplés pour demander à être admis comme État. Or, la loi de 1854 décide que c'est la population de ces États qui décidera s'ils seront ou non esclavagistes.
La population choisira, on a ici toutes les apparences de la démocratie, sauf que d'une part il s'agit de l'esclavage, qui pose quand même un problème à la démocratie, et que d'autre part cela annule complètement le compromis de 1820, le territoire du Kansas-Nebraska étant complètement au nord du 36e parallèle. Immédiatement, les éléments les plus radicaux des deux camps se précipitent sur le Kansas pour lui donner la majorité de leur choix. De 1855 à 1858, il s'y déroule une sorte de mini-guerre civile qui aboutit à la constitution de deux gouvernements, un libre et un esclavagiste, chacun prétendant représenter le Kansas. La querelle autour de l'esclavage, chauffée à blanc par la crise du Kansas, fait éclater le système politique américain aux élections présidentielles de 1860. D'ordinaire, à ces élections présidentielles, depuis la naissance des États-Unis, il n'y a que deux candidats importants, exceptionnellement trois et une seule fois quatre en 1824. Mais en 1860, de nouveau, le système explose avec quatre candidats et aussi avec un éclatement géographique des votes. Donc, quatre candidats. Tout d'abord, Lincoln, candidat du Parti républicain, un nouveau parti créé en 1854, justement en réaction à la crise du Kansas. Un parti formé contre l'esclavage et plus généralement contre la mainmise du Sud sur la vie politique des États-Unis. Lincoln est opposé à toute extension de l'esclavage et à toute nouvelle concession faite au Sud. Deuxième candidat, Douglas. C'est un démocrate, mais un démocrate du Nord, personnellement indifférent à la question de l'esclavage, et il est partisan de concessions à faire au Sud dans le but de maintenir l'Union. Troisième candidat, Breckinridge, lui aussi démocrate, mais démocrate du Sud, résolu à défendre les droits du Sud et prêt à la sécession si ces droits ne sont pas entièrement préservés. Et enfin, Bell, du Sud, qui se présente comme un unioniste, c'est-à-dire partisan avant tout du maintien de l'Union. Donc, si l'on résume, un nordiste intransigeant, dont nous présenterons les résultats en rouge sur la carte, un nordiste conciliant, favorable à des concessions au sud, résultat en bleu sur la carte, un sudiste intransigeant, résultat en vert, et un sudiste conciliant, résultat en orange. L'élection présidentielle a lieu le mardi 6 novembre 1860. Il y a alors 18 millions d'habitants au nord, 12 millions au sud, dont 4 millions d'esclaves. Donc on peut estimer à moins de 6 millions le nombre d'électeurs potentiels, c'est-à-dire les hommes libres âgés de plus de 21 ans. Il y a 4 680 000 votants, soit plus de 80%, ce qui représente un record dans l'histoire des élections américaines et qui souligne le degré de passion auquel on était arrivé. Les résultats sont les suivants. Lincoln, 1 800 000 voix, près de 40% des votants. Douglas, 1 million de voix, 21,5%. Breckinridge, 673 000 voix, 14,5% des votants. Et Bell, 590 000 voix, 12,5% des votants. On remarquera que le total ne fait pas 100%. En effet, en raison des bizarreries de la loi électorale américaine, dans certains États du Nord, il est possible de se prononcer pour la fusion des listes démocrates ou des listes républicaines. Et ce choix de conciliation, disons, a été fait par environ 12% des électeurs.
Alors remarquons aussi quelques bizarreries sur cette carte électorale. D'abord des comtés sans vote, les comtés représentés en gris. Ce sont des comtés trop peu peuplés pour organiser un vote dans des États comme le Texas ou le Minnesota. Et puis d'autre part, un État entier où il n'y a pas de vote, c'est la Caroline du Sud qui utilise alors une bizarrerie de sa loi électorale, parce que la loi électorale change selon les États, c'est la possibilité pour les députés de l'État de désigner eux-mêmes les représentants, les grands électeurs qui éliront le président. Et donc les députés de Caroline du Sud ont désigné 8 grands électeurs favorables à Breckinridge. C'est la dernière fois que cette bizarrerie de la loi électorale a été utilisée pour une élection présidentielle. Revenons au résultat global. Il n'y a qu'un seul tour, donc on peut considérer que Lincoln a gagné avec une majorité relative. En fait, ça ne recouvre pas vraiment la réalité de cette élection. La réalité, c'est qu'il y a eu 2 élections présidentielles complètement différentes au nord et au sud. On peut considérer comme négligeable ce qui se passe à l'ouest, où il y a très peu d'électeurs, seulement 120 000 en Californie et 14 000 en Oregon. Donc 2 élections complètement différentes. Au nord, personne ou presque ne vote pour Breckinridge ou pour Bell. On ne s'intéresse qu'à 2 candidats, Lincoln, qui est le partisan de la fermeté à l'égard du Sud, et qui l'emporte très nettement, avec 54% des voix au nord, contre Douglas, partisan des conciliations, de la conciliation avec le Sud, et qui n'obtient au nord que 25% des voix. Au sud, bien entendu, personne n'a voté pour Lincoln, très peu pour Douglas. On ne s'intéresse qu'aux 2 autres candidats et Breckinridge, le partisan de la défense intransigeante des droits du Sud, l'emporte très nettement avec 57% des voix au Sud, contre Bell, partisan du maintien de l'Union à tout prix, qui obtient 31% des voix au Sud. En voyant ce résultat, on comprend pourquoi on a évoqué le précédent de 1860 lors des récentes élections américaines de 2016 et de 2020. En 2016, une bonne partie de l'Amérique ne se reconnaissait pas dans le président Trump qui avait été élu. Et en 2020, une autre bonne partie de l'Amérique ne reconnaissait pas l'élection du président Biden. Pour trouver un pays aussi, une Amérique aussi clivée, aussi divisée, il faut effectivement remonter à 1860. Il y a donc eu en 1860 2 élections présidentielles séparées et il devait logiquement en sortir 2 pays. Les grands électeurs désignent Lincoln comme président des États-Unis et dans les premiers jours de 1861, 7 États du Sud, les uns après les autres, déclarent se séparer des États-Unis. Il s'agit de la Caroline du Sud, la Géorgie, la Floride, l'Alabama, le Mississippi, la Louisiane et le Texas. On observera que dans cette première sécession, la position géographique joue un rôle essentiel. Ce sont les États les plus au sud, ceux qui se sentent le plus éloignés du nord industriel et anti-esclavagiste, ceux qui forment ce qu'on appelle le Deep South, le sud profond, ce sont ceux-là qui décident d'abord de partir. Le 4 mars 1861, Lincoln est investi président des États-Unis devant le Capitole à Washington. Washington qui se trouve entre la Virginie et le Maryland, 2 États esclavagistes. En fait, Washington se trouve à la limite du nord et du sud. Le discours d'investiture de Lincoln ne porte pas contre l'esclavage, il promet même de préserver l'esclavage dans les États du Sud. Son discours porte sur le refus de la sécession et le maintien à tout prix de l'Union. Le but du combat pour Lincoln, c'est le maintien de l'Union. Le 12 avril 1861, la milice de Caroline du Sud bombarde Fort Sumter,
petit fort à l'entrée de la baie de Charleston, qu'il est occupé par des troupes fédérales. Bon. Cela marque le début des hostilités et entraîne la sécession de 4 nouveaux États: la Caroline du Nord, la Virginie, le Tennessee et l'Arkansas, qui rejoignent donc la Confédération des États-Unis. Par contre, 4 États esclavagistes refusent la sécession et restent dans l'Union: le Missouri, le Kentucky, le Maryland et le Delaware. Les 2 camps sont en place, la guerre civile peut commencer, elle va durer 4 ans et faire 600 000 morts. Elle va rester pour l'essentiel une guerre pour le maintien de l'Union et devenir de fait une guerre pour l'abolition de l'esclavage que le président Lincoln proclame en janvier 1863.